Est-ce que vous voyez la carte, hein, puisque je vais m'aider un tout petit peu, et puis comme ça, ce ne sera pas uniquement de m'entendre, avec quelques images. Alors là, j'ai déjà entendu, évidemment, c'est la Croix-Rousse, hein, et particulièrement le plateau croix-roussien. Alors, quelques repères, vous avez ici, qui en principe, on est obligé de garder cette lumière-là. C'est bon. C'est normalement vert, et c'est le boulevard de la Croix-Rousse. Boulevard de la Croix-Rousse, qui était auparavant les fortifications de la ville de Lyon. Ces fortifications de la ville de Lyon, il faut tout faire. Ces remparts vont être détruits en 1865 pour faire place, dans un premier temps, au boulevard de l'Empereur, on est sous Napoléon III, et ça deviendra évidemment en 1871 le boulevard de la Croix-Rousse. Et d'ailleurs, on voit bien que c'était des fortifications, des remparts, puisque vous avez là, par exemple, une demi-lune de fortification. Et puis vous avez également ici des avancées, voilà, c'est la défense, tournée évidemment sur le nord, les ennemis étant censés venir du nord plutôt que de l'intérieur de Lyon. Alors, donc on voit bien qu'il y avait des fortifications là. Vous savez que dès qu'on franchit le boulevard de la Croix-Rousse, nous sommes dans le 1er arrondissement. Ce côté, c'est le 4e, on en reparlera, c'est une commune qui sera indépendante jusqu'en 1851, qui est aujourd'hui exactement le 4e arrondissement. Vous avez de ce côté le Rhône et de l'autre côté la Saône. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que alors qu'on tisse les fils d'or, d'argent et de soie depuis François Ier, c'est un privilège donné à la ville de Lyon, en fait, les canuts ne viendront à la Croix-Rousse qu'à partir des années 1820-1825. Pas avant. Avant, on tisse dans un autre quartier lyonnais qu'on appelle le Vieux-Lyon, hein, avec ses 3 paroisses, Saint-Jean, Saint-Georges, Saint-Paul. C'est là que les canuts tissaient, et ce qui va les obliger à déménager et à venir sur le plateau de la Croix-Rousse et en haut des pentes, eh bien, c'est l'invention de M. Jacquard. Alors, M. Jacquard, je devrais avoir une image de M. Jacquard. Voilà. Il a sa statue, c'est Joseph-Marie Jacquard, il a sa statue sur la place de la Croix-Rousse. Sa mécanique à Jacquard va nécessiter, cette mécanique, elle a la particularité de se placer au-dessus du métier à tisser. Il va donc falloir des plafonds très hauts, à plus de 4 mètres. Or, les ateliers du Vieux-Lyon ont des hauteurs de plafond normales. Il va donc falloir très rapidement construire des immeubles capables d'accueillir le métier à tisser, plus la mécanique Jacquard. Et dans cette partie du plateau croix-roussien, ici, vous n'avez que des terres agricoles, de petites propriétés de bourgeoises qui sont en quelque sorte des résidences secondaires, des maisons de campagne, en dehors des fortifications. D'ailleurs, si l'on reprend le nombre d'habitants de la commune indépendante de la Croix-Rousse en 1800, donc ce qui est aujourd'hui exactement le 4e arrondissement, eh bien en 1800, cette commune avait 4000 habitants. Eh bien 52 ans plus tard, au moment où la commune de la Croix-Rousse va être rattachée à la ville de Lyon, eh bien elle en aura plus de 30 000. Donc vous voyez qu'en l'espace d'un demi-siècle, vous allez avoir plus de 26 000 personnes qui vont venir donc se loger, mais surtout travailler. Et travailler dans cette partie est du plateau. À partir d'ici, nous sommes sur les pentes. Et il va y avoir également des tisseurs sur les pentes de la Croix-Rousse, on le verra tout à l'heure, jusqu'au moins à la place Chardonnay. Dans la partie est, qui est aujourd'hui la partie où il y a le plus ouest, pardon, la partie ouest, cette partie où il y a le plus d'espace vert,
il n'y aura pas de construction d'immeubles ateliers Canu, puisque c'est le domaine religieux. Vous avez sur cette partie ouest, donc côté Saône, énormément de congrégations, et ça va d'ailleurs jusqu'en bas des pentes, avec, vous avez les Chartreux, vous avez les Trinitaires, vous avez les Sainte-Élisabeth, vous avez ensuite les Annonciades, les Carmélites, les Sœurs de la Déserte, les Ursulines, les Capucins, etc., etc. Contrairement à ce qu'a dit Michelet, Lyon n'est pas partagé entre une colline qui prie et une colline qui travaille. La colline de la Croix-Rousse, on y prie autant que de l'autre côté. Voilà. Mais bon, c'était une formule un peu journalistique. Alors, tous ces petits rectangles orangés, ce sont des immeubles ateliers Canu. Donc vous voyez que ça fait quelque chose de dense. C'est d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, le quartier le plus cher, on verra pourquoi tout à l'heure, le plus cher de la Croix-Rousse. C'est dans ce secteur-là. Alors, ces immeubles ateliers Canu, ils ont une particularité. Là, je voulais vous montrer l'intérieur de la mécanique Jacquard, si vous voulez, qui va obliger justement à avoir des plafonds très hauts. Vous avez donc un métier à tisser. À gauche, vous avez les cartons perforés. C'est le principe de Jacquard. On laisse passer l'information ou non, qui bloque donc les fils. Et puis, donc la mécanique proprement dite. Et vous voyez donc en haut les plafonds des ateliers. Ils sont comme ça. Alors, ces immeubles ateliers Canu, voilà. Vous avez ici un immeuble atelier Canu type. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique? C'est évidemment ces fenêtres hautes sans volets. Alors, on peut faire des fenêtres très hautes puisque les plafonds sont à plus de 4 mètres. L'avantage, c'est que la lumière va pouvoir pénétrer abondamment à l'intérieur. D'autant, comme il n'y avait rien, on va pouvoir aménager des voies publiques relativement larges. Aujourd'hui, on les trouve un peu étroites. Mais à l'époque, elles sont larges par rapport au quartier Renaissance de Saint-Jean, Saint-Georges, Saint-Paul. Donc, le Canu va pouvoir travailler dès le premier étage. Et ce, évidemment, à tous les niveaux. Autre caractéristique de ces immeubles ateliers Canu, c'est qu'autour des ouvertures, eh bien, vous n'avez pas d'ornement. Vous n'avez pas de travail de la pierre, vous n'avez pas de corniche. Vous voyez l'alignement des pierres avec des pierres de Couzon, Couzon mondeur, et on peut chercher, il n'y a pas du tout de corniche, il y a simplement pour renforcer la position du mur, et il n'y a pas non plus sur les façades des immeubles ateliers Canu de balcon. En fait, c'est une architecture proche d'une architecture d'usine. On est là pour travailler. Voilà. Donc, je devrais en avoir d'autres, où on retrouve toujours cette même architecture, cet alignement. Vous savez, les touristes du 19e siècle, quand ils viennent à la Croix-Rousse, dans leurs écrits, ils disent « on a affaire là à des casernes », à cause de l'alignement de l'ensemble des ouvertures, les unes à côté des autres, quel que soit d'ailleurs le propriétaire de l'immeuble. Ils sont tous pareils. Voilà. Vous avez donc un alignement, toute une série d'immeubles ateliers Canu, et vous pouvez regarder, il n'y a pas d'ouverture, alors que, par exemple, le bâtiment du fond est légèrement plus haut, celui qui est complètement à gauche, enfin avant l'autre là, plus haut que celui-là. C'est un autre propriétaire, mais on a toujours l'alignement de ces fenêtres d'atelier. Alors, voilà la différence. Par exemple, c'est que l'immeuble qui est à côté, eh bien, on peut dire tout de suite que les Canu n'y ont jamais travaillé à l'intérieur. Tout simplement parce qu'autour de l'ouverture, vous avez un léger travail de la pierre. Voilà la différence. Pour être sûr que c'est un immeuble où on travaillait les Canu, il ne faut pas qu'il y ait de travail de corniche et de choses comme ça. Voilà la différence.
Alors ça, je vous le dis parce que si un jour vous voulez acheter à la Croix-Rousse, c'est un quartier, tout le monde veut acheter à la Croix-Rousse. Eh bien, comme le mot Canut est très porteur, toutes sortes de choses, Canut à la Croix-Rousse, hein. Pas que la cervelle, on a pharmacie, librairie Canut, prise de sang, labo Canut, en fait tout. Et évidemment, un certain nombre d'agences immobilières ont décidé de classer comme Canut tous les immeubles. Ce qui fait que si un jour on vous propose un immeuble avec des ornements assez beaux, avec des balcons en fer forgé, etc., et qu'on vous dit c'est Canut, ben vous pouvez essayer de faire baisser le prix, puisqu'il ne sera pas Canut. Et que les Canuts, c'est toujours beaucoup plus cher. Voilà, encore des façades, vous voyez, hein, c'est exactement partout le même type de fenêtres. Voilà. Et des alignements comme ça sur l'ensemble. On va retrouver ça également sur les pentes, on y viendra tout à l'heure. Voilà. Alors à l'intérieur de ces immeubles ateliers Canut, vous aviez des ateliers assez vastes, autour de 100 mètres carrés. Le maître tisseur, qui est un Canut, qui tisse comme les autres, mais lui qu'on appelle le chef d'atelier, ou encore le fabricant d'étoffes de soie. Il est locataire de l'atelier, mais il est propriétaire des moyens de production. Il est propriétaire des métiers à tisser. Alors, il peut en avoir qu'un seul. D'autres, au contraire, peuvent en avoir une dizaine, voire plus. C'est assez rare. La moyenne de métiers à tisser dans l'atelier, c'est 3 ou 4 métiers à tisser. Quand il y a du travail, le chef d'atelier, évidemment, il va prendre le maximum de travail de celui qu'on appelle le négociant, qui est un commerçant, et qu'on appellera le soyeux à la fin du XIXe siècle. Et en même temps, le chef d'atelier va embaucher, s'il a plusieurs métiers à tisser, des ouvrières et des ouvriers en soie. Or, quand tout va bien dans la fabrique, qui est le nom qui désigne l'ensemble de l'industrie de la soie, eh bien, les journées de travail, c'est 12, 14, 16, et on en parlera tout à l'heure. À la veille de la révolte de 1831, certains ateliers faisaient 18 heures par jour. Donc il est évident que les apprentis, les ouvrières et les ouvriers en soie, ne retournaient pas dans un lieu d'hébergement pour une poignée d'heures pour revenir immédiatement dans l'atelier. Alors, comme les plafonds sont à plus de 4 mètres, les Canuts vont avoir l'idée de mettre dans un coin de l'atelier, à mi-hauteur, un plancher, une échelle pour y accéder, et vont dormir là les apprentis, ouvrières et ouvriers en soie. Ils vont appeler ça une suspente ou une soupente. Alors évidemment, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'à la Croix-Rousse, il n'y a plus de Canut, il n'y a plus de métiers à tisser dans les étages. Par contre, il va nous rester cette structure, mais on ne va pas l'appeler suspente ou soupente, on va l'appeler une mezzanine. Et on va retrouver partout. C'est d'ailleurs ce qui fait que, entre autres, les loyers, les prix du mètre carré ont explosé. Autre raison de l'explosion du prix des mètres carrés, c'est que vous voyez, tous les immeubles ateliers Canut ont le même type de plafond. C'est-à-dire de petites poutres qui sont perpendiculaires aux poutres maîtresses. Alors, à l'époque des Canut, c'était surtout pratique pour fixer la mécanique jacquard par 2 tiges en fer afin de la maintenir immobile. Et ils s'en servaient aussi autrement. Ils avaient rempli les intervalles de sable qu'ils maintenaient avec une planche afin de ralentir la propagation des flammes en cas d'incendie. Ça servait de coupe-feu. Quand je dis qu'ils travaillaient 16 ou 18 heures par jour, c'est évident que le soleil, lui, a des horaires plus courts, travaille moins. Donc il fallait quand même pouvoir avoir une lampe, ce qu'on appelle un chelu, qu'on accrochait au métier à tisser. Et évidemment, moindre faux mouvement, eh bien, le chelu tombait sur l'étoffe, et évidemment, la soie est très inflammable, donc il y avait des gros problèmes. C'était quand même un souci constant pour les Canuts. Voilà.
Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde a enlevé ses planches, le sable, etc. Alors, c'est quand même amusant, c'est que comme ce sable, sous pression, a pénétré le bois, c'est comme ça. Or, comme il n'y a plus de pression, ben, évidemment, le bois, il va rejeter ce sable. Ce qui fait que si vous ne traitez pas vos plafonds, eh bien, le matin, vous avez comme ça des petits grains de sable qui dégringolent dans votre café au lait. C'est le retour, c'est le revers de la médaille de l'authentique. Alors, je vais quand même parler un peu des canuts. On va essayer de mieux les connaître, ces fameux canuts. Il faut savoir d'abord qu'à une époque où c'était assez rare pour des travailleurs manuels, les canuts savent lire, écrire et compter. Ils ont même une grande instruction, une grande culture, puisque la plupart des chefs d'atelier ont des rudiments de grec et de latin. On a donc affaire là à l'aristocratie ouvrière, au même titre d'ailleurs qu'une autre corporation également dès le XVIIe, XVIIIe siècle, celle des imprimeurs. D'ailleurs, bon, on en reparlera jeudi prochain. On a évidemment la possibilité aujourd'hui de constater cette grande culture, cette grande instruction, puisqu'ils vont créer en octobre 1831 le premier journal ouvrier, journal professionnel à Lyon, qui s'appelait l'Écho de la fabrique. Donc ça sera l'objet de la prochaine rencontre, jeudi prochain. Mais on peut dire tout de suite que, d'abord, vous pouvez, sans attendre jeudi prochain, consulter l'ensemble des numéros de l'Écho de la fabrique et même d'autres journaux ouvriers de l'époque, puisque Ludovic Frobert et son équipe ont mis l'ensemble des numéros en ligne sur Internet gratuitement. Donc il suffit de taper l'Écho de la fabrique. J'ai des petits papiers, je crois, ici. Je vous donnerai, si vous voulez, à la fin de la soirée. Alors évidemment, c'est d'une très très grande richesse. Puis d'abord, ça nous permet de lire les articles que les canuts ont écrits sans intermédiaire, sans professeur, sans chercheur, etc., le lire directement. Et bien sûr, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils vont aborder tous les grands thèmes de la vie ouvrière et de la vie de la cité. Ce qui fait qu'il y aura aussi bien, on développera ça jeudi, il y aura aussi bien des articles sur la condition des femmes, le droit d'association, la liberté de la presse, des articles sur l'Europe, des analyses économiques de l'industrie de la soie en Angleterre, qui est principale concurrente en ce qui concerne le tissage de la soie unie, de la soierie lyonnaise. On va même des articles sur la peine de mort, des comptes rendus hebdomadaires et réguliers, des conseils de prud'homme. C'est évidemment d'une très très grande richesse, je vous dis, on en parlera beaucoup plus longuement. Cette instruction, cette culture va également les amener à s'intéresser à toutes les grandes idées économiques de cette partie du XIXe siècle. Alors ils vont être très intéressés par les thèses des Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens vont être très présents auprès des canuts. Les Saint-Simoniens sont assez partisans de quelque chose, d'un développement, d'un progrès commercial qui permettent de rapprocher l'époque et les gens. Un des Saint-Simoniens les plus connus, c'est Ferdinand de Lesseps. Et le creusement du canal de Suez participe directement à la doctrine saint-simonienne. On rapproche, on développe le commerce, on rapproche les peuples, eh bien il y a plus grande chance d'avoir la paix. Bon, c'est pas toujours vrai, au moins pour Suez. Enfin bon, voilà, c'était leur espoir. Il y a des grands Saint-Simoniens comme Arlès Dufour, qui sera à Lyon, qui sera à l'origine, par exemple, du Crédit Lyonnais, avec Germain, qui sera aussi à l'origine de la SEPR, Société d'enseignement professionnel du Rhône. Voilà, donc c'est, par exemple, il y a aussi le docteur Lortet, qui au moment des menaces du choléra en 1832, va sur plusieurs numéros de l'Écho de la fabrique, faire de remarquables articles sur l'hygiène, puisque évidemment à cette époque l'hygiène c'est plutôt déplorable, et puis avec tout à fait un esprit intéressant, on en parlera donc jeudi prochain. Ils vont être également intéressés par un autre courant philosophique et économique, eh bien ce sont les fourriéristes. Alors eux vont tenter
de créer ce qu'on va appeler des phalanstères, qui sont des petites unités de production, où vous n'avez pas de hiérarchie à l'intérieur, et où chacun produit en fonction de ses possibilités et reçoit en fonction de ses besoins essentiels. Alors, les Saint-Simoniens et bien sûr les fourriéristes vont pouvoir écrire dans les cours de la fabrique, sans problème. Par contre, évidemment, les canuts vont se réserver la possibilité, eux, d'écrire d'autres articles polémiques sur tel ou tel aspect de la doctrine. Et par exemple, en ce qui concerne les fourriéristes, ils vont dire, bien sûr, sur le papier, c'est très intéressant, ça les intéresse seulement. Ils sont un peu sceptiques. Ils pensent que, quand même, à l'usage, il y en aura toujours qui produiront un peu moins que leurs possibilités, leurs capacités pouvaient laisser espérer, et qui vont recevoir un peu plus que leurs besoins essentiels. C'est une des caractéristiques du canut. Ce n'est pas un rêveur. Il est extrêmement pragmatique. Et d'ailleurs, la preuve, on en reparlera, on aura l'occasion, c'est que ça ne fonctionnerait jamais avec les grandes idées de la deuxième partie du XIXe siècle. Ils seront toujours très très méfiants vis-à-vis des communistes, des socialistes, des anarchistes. Pour eux, il faut que ça soit du concret, donc pas de rêverie. Et puis, en Étalion, donc, on va retrouver beaucoup de chefs d'atelier dans les loges franc-maçonniques. Et là, vous avez une ancienne loge franc-maçonne de 1884, la fin du XIXe siècle, et dans les écrits, notamment dans les écrits de la deuxième partie du XIXe siècle, on retrouve beaucoup de chefs d'atelier dans les loges franc-maçonnes, notamment le commandant Arnaud, qui lui sera fusillé à la Croix-Rousse par la population après la tentative de soulèvement orchestrée par l'anarchiste Bakounine. Alors, vous voyez, encore un secteur où il y a énormément, on est en plein centre là, sur le plateau croix-roussien, d'immeubles ateliers canut. Alors évidemment, à l'époque, il faut bien penser, et ça pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle, il y avait dans ces quartiers-là un bruit extraordinaire. Parce que c'est le fameux bruit, le bis t'enclaque-pan. Alors le bis, ça évoque la navette qui fait les allers-retours. T'enclaque, ce sont les rouages, et pan, c'est le battant qui vient tasser les fils de soie, et ça pendant 12, 14, 16, voire plus. Évidemment, alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça je peux vous l'assurer, mais à l'époque, plus il y avait du bruit, plus les Croix-Roussiens étaient heureux. Car évidemment, le chef d'atelier, le canut, est un sous-traitant. Il ne peut travailler que si le négociant, qui est un commerçant, celui qu'on appellera le soyeux à la fin du XIXe siècle, lui fournit la matière première, les cartons perforés de la mécanique Jacquard, le négociant est propriétaire des cartons perforés, et évidemment lui donne les ordres de métrage. Sinon, évidemment, le canut ne peut pas tisser. Et ne pas tisser à cette époque, d'une part, c'est à ce moment-là le silence, c'est ce qu'il appelle la meurtre, et ne pas tisser, c'est d'avoir aucun revenu, c'est donc la misère assurée. Et c'est en grande partie pour cela que dès 1828, et notamment sous l'impulsion de Pierre Charnier, qui sera d'ailleurs aussi à l'origine de la création de l'Écho de la Fabrique, le journal, eh bien, ils vont créer ce qu'on va appeler le mutualisme. Le mutualisme, c'est la possibilité, quand il y a une crise économique, eh bien, d'avoir quand même un peu d'argent, puisqu'on va, quand tout va bien, cotiser, mettre de l'argent de côté pour après, eh bien, s'il y a justement ce problème économique, toucher un peu d'argent. S'il y a des maladies au sein de l'atelier ou la mort, par exemple, du chef d'atelier, le temps que ça se remette en place, eh bien, il faut évidemment que sa veuve ou l'inverse puisse quand même subvenir. C'est un mutualisme également qui va aller jusqu'à le prêt d'outils, de matériel.
souvent, les canuts, pour une façon de tisser, sont obligés d'acheter du matériel spécifique. Il n'est pas sûr qu'ils puissent le réutiliser si les négociants ne lui redemandent pas le même type de tissage. Eh bien, ils vont, notamment grâce à l'écho de la fabrique, mettre ces outils à la disposition d'autres chefs d'atelier ou d'autres ouvriers en soie. Donc, et au niveau aussi des découvertes. C'est une époque où il y a énormément d'inventeurs. Ils sont, vous savez, le métier, la mécanique jacquard, quand elle a commencé très tard. Je crois qu'il a dû avoir de Napoléon Ier une rente à partir de 1803 ou 1804. La mécanique jacquard sera vraiment utilisée qu'à partir des années 1820-25. C'est un objet de laboratoire, c'est pas encore quelque chose d'extraordinaire. Donc, eh bien, il y a des gens anonymes qu'on ne connaît pas qui vont améliorer ce métier, cette mécanique jacquard, jusqu'au moment où ça fonctionnait. Ils ne vont pas s'arrêter là. Toutes les semaines ou tous les mois, il y a de nouveaux inventeurs. Eh bien, l'écho de la fabrique va se faire en quelque sorte l'écho de ces découvertes en mettant l'adresse de l'inventeur pour que les gens puissent aller voir si ça les intéresse ou pas. En quelque sorte, ce mutualisme est par certains côtés une espèce de bourse du travail également, puisque les ouvriers en soie vont pouvoir, qui sont un peu spécialisés dans un type de tissage, pourront faire passer une annonce gratuite dans l'écho de la fabrique. Et des négociants, des soyeux, pourront également, dans l'écho de la fabrique, faire passer une annonce en disant que ils ont besoin de tels spécialistes. Donc il y a une espèce de conception de la bourse du travail au sens premier d'une bourse du travail. Voilà, pour le mutualisme. Alors voilà encore des immeubles ateliers Canut, donc toujours ce même alignement. Et là, vous avez limite entre le 4e arrondissement et le 1er arrondissement, la caserne, le fort Saint-Laurent. Ce qui est remarquable, en 1831, au moment de la première révolte, c'est qu'il y a les fortifications en principe. Je vous l'ai dit, les fortifications, c'est jusqu'en 1865-66. Apparemment, les canuts du plateau de la Croix-Rousse, de la commune indépendante de la Croix-Rousse, passent assez facilement les fortifications, ce qui me fait dire qu'ils devaient être dans un piteux état et que sans problème, on pouvait passer de la commune indépendante de la Croix-Rousse à Lyon, intramuros, le 1er arrondissement. Alors, c'est d'ailleurs tellement vrai qu'en 1832, le préfet, qui est plus Bouvier du Mollard, mais qui est Gasparin, préfet que l'on fait venir de Grenoble, une des premières tâches qu'il va faire, c'est de construire ce fort Saint-Laurent et de faire rétablir l'ensemble des remparts, puisqu'évidemment, on se méfie des canuts de la Croix-Rousse. Et ce fort Saint-Laurent, qui est d'ailleurs toujours propriété de l'armée française, va parfaitement remplir son rôle, puisqu'en 1834, deuxième révolte celle-ci politique, eh bien les canuts de la commune de la Croix-Rousse ne pourront jamais prêter main forte à ceux de Lyon intramuros ou ceux de Saint-Jean, là où il y a eu les combats les plus durs, Niavez, là aussi il y a eu des combats, ils seront cantonnés sur le plateau. Donc le fort Saint-Laurent avait rempli parfaitement son rôle. Alors, voilà. Quand les canuts arrivent dans les années 1825, dans ce qui est aujourd'hui le 4e arrondissement, vous le savez, ils viennent dans une commune indépendante. La Croix-Rousse ne sera rattachée à Lyon que par le décret de Louis-Napoléon Bonaparte du 24 mars 1852. C'est d'ailleurs un décret qui va en profiter pour rattacher 2 autres faubourgs indépendants à la ville de Lyon. C'est celui de Vèze, qui est aujourd'hui une partie du 9e arrondissement, au bord de la Saône, et surtout
toute la rive gauche du Rhône que l'on voit là en bas. On va voir l'autre. Voilà, on voit le Rhône, le pont et tout ça. Tout ça, c'est la commune de la Guillotière, qui allait donc du parc de la Tête d'Or que Vaïs, notre préfet en 1852, n'avait pas complètement installé, jusque dans les quartiers sud de la rive gauche du Rhône, Gerland et La Mouche. Tout ça, c'était la commune de la Guillotière. Voilà, c'est les 3 faubourgs indépendants. C'est important de le savoir. Alors, quand je parlais de Vaise, il y a une époque où je disais toujours que Gerland, c'était la Guillotière. Quand je parlais de la Guillotière, je disais que Gerland, c'était là où l'Olympique Lyonnais gagnait tout le temps. Donc, ça j'ai enlevé. Mais j'ai gardé La Mouche, parce que La Mouche, c'est quand même bien là, c'est bien dans ce quartier qu'ont été fabriqués, construits les fameux bateaux qui permettent aux Parisiens de promener les touristes. Les bateaux-mouches, c'est sous-entendu les bateaux du quartier de La Mouche, qui seront d'ailleurs livrés en 1889 pour l'exposition universelle qui voit en même temps l'arrivée de la Tour Eiffel. Bon, les Parisiens, eux, ils s'en sont servis, hein, ça dure encore. Ben, nous, on n'a pas de bateau-mouche. Voilà. La Guillotière sera morcelée. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est peur là. La Guillotière sera Hein? morcelée. C'est bon? Voilà. Alors, nous sommes sur les pentes de la Croix-Rousse. Et on va évidemment emprunter virtuellement les fameuses traboules. Alors, qu'est-ce que c'est que des traboules? Parce qu'il n'y en a pas partout. Pratiquement, il n'y en a pas sur le plateau de la Croix-Rousse. Il y en a vraiment très très peu. Par contre, on a souvent des passages qui datent de l'époque des us et coutumes. On pouvait emprunter, c'est un passage privé, pour se rendre sur un autre champ en empruntant un chemin du voisin. Bon, voilà. Les traboules, alors le mot traboule vient tout simplement du latin. C'est trans emboulare, et emboulare a donné en français déambuler, ambulant, ambulance. C'est donc tout simplement passer à travers. Alors, pourquoi des traboules à l'époque des canuts sur la colline de la Croix-Rousse, sur les pentes? Vous savez, quand on construit des immeubles sur une pente raide, on va être obligé d'aménager des voies publiques pour desservir ces immeubles. Mais ces voies publiques, sur la pente, on sera obligé de les faire en pente légère, parce que la traction, elle se fait par animaux. Et en faisant des voies publiques en pente légère, évidemment, on va rallonger le parcours. On va faire des S. Or, c'est bien connu, le piéton, lui, il veut se déplacer d'un point à un autre le plus rapidement possible. Donc, comme les canuts tissent sur le plateau et dans la partie haute des pentes de la Croix-Rousse, qu'ils ne tissent jamais des centaines de mètres d'étoffe au début du XIXe siècle, mais simplement quelques mètres. Donc ils ont des rouleaux d'un poids relativement léger. Ils vont donc pouvoir livrer du plateau et d'en haut des pentes aux négociants, à ceux qui en ont fait la commande, qui eux, depuis la Révolution française, depuis la vente des biens nationaux, se trouvent tous rassemblés dans la partie inférieure des pentes de la Croix-Rousse. Ce qui fait qu'en construisant les immeubles, on va aménager des passages afin de faciliter la circulation de la zone de production, plateau haut des pentes, à la zone de commercialisation bas des pentes. Ce sont en quelque sorte des allées d'usine. Voilà. Alors en empruntant, donc là on rentre, évidemment, bon, vous avez des traboules qui sont conventionnées. Donc là il y a un petit signe, elles sont ouvertes jour et nuit, on verra un peu plus loin. Celle-ci qu'on emprunte virtuellement n'est pas conventionnée, donc on rentre là par la rue Baudin, rien n'est signalé, c'est une porte d'entrée d'un immeuble, et on emprunte, voilà, on continue, voilà, et on descend l'escalier. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui les gens mettent des digicodes, parce qu'ils payent des charges locatives
c'est privé, mais évidemment, c'est tagué. Donc ils ne sont pas contents. Ça peut se comprendre, vous voyez. Hop, on descend. Voilà, on va sortir là dans une cour. Voilà, on va traverser la cour, sortir par cette porte sur une autre rue, la rue Mailleval. Voilà. Là, c'est pour vous montrer que ces rues, voies publiques, sont en pente légère. Il y a bien quelques montées. Montée de la Grande Côte, montée de la Tourette et montée Saint-Sébastien. Mais c'est seulement ces trois montées. Le reste, c'est effectivement des voies publiques qui font des S et qui rallongent. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment cette vision d'une usine, quartier de la Croix, d'une usine à ciel ouvert, ces traboules renforcent. Alors, vous lirez certainement un peu partout, sur Internet et tout ça, même à une époque sur les publications du musée Gadagne, qui est un peu plus embêtant, que ces traboules auraient été faites pour protéger les étoffes des intempéries. Alors, quand on fait le trajet des traboules, on s'aperçoit évidemment que ça ne tient pas. Parce que s'il pleut, ils n'ont rien prévu dans les cours et ils n'ont rien prévu sur la voie publique. Donc, quand on arrive dans le quartier des négociants, on est trempé comme des soupes. Et si nous étions qu'à nu, évidemment, le négociant ne prendrait pas l'étoffe, il nous renverrait chez nous. Donc, non, quand il pleuvait, le canut entourait son étoffe d'une matière imperméable afin de la livrer dans les meilleures conditions, puisqu'il n'est payé que si le travail est parfait. Et à mon avis, ce n'était pas au-dessus de ses compétences intellectuelles. Mais vous savez, c'est toujours pareil. On a comme ça l'habitude de confondre l'objectif premier de quelque chose, d'une réalisation, avec les choses secondaires dont on se sert par la suite. Et évidemment, quand il pleut un jour, je fais comme les autres, je m'abrite dans une traboule en attendant que ça cesse. Seulement, je ne suis pas canut, je n'ai rien à livrer. Et c'est vrai que les traboules vont servir au moment de l'occupation nazie aux résistants lyonnais qui les connaissaient par cœur. Mais seulement, ça n'a pas été construit pour les résistants lyonnais. Non, ils ne savaient pas. Donc c'est toujours, vous savez, ma grand-mère m'avait appris à faire des chapeaux de gendarme avec le journal de Lyon qui s'appelle Le Progrès, pour me protéger des rayons du soleil. Voilà. Seulement ma grand-mère ne m'a jamais dit que Le Progrès avait été créé pour ça. C'est une utilisation secondaire. Les traboules ont beaucoup servi à des choses nobles, comme la résistance. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ça sert aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Voilà. Voilà, donc toujours ces voies publiques en pente légère. Alors là, on voit bien la traboule, puisque virtuellement, nous sommes entrés dans le bâtiment qui est le plus haut, qui est semblable à celui qui est le plus haut, et nous sommes ressortis à celui qui est à droite, plus bas. Il y a donc deux immeubles ateliers canut. Et ça se suit comme ça tout le temps. Voilà, on voit encore mieux là. Donc, vous avez la rue Baudin qui est juste au-dessus, là où il y a la Vierge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous ne voyez pas bien, voilà. Nous sommes donc là, encore dans le quartier évidemment canut, et nous allons prendre une des traboules les plus connues de Lyon, celle des Voraces. Bon. L'escalier que vous voyez là, qui est certainement l'escalier le plus photographié à Lyon. Je vais regarder c'est bon. Ça faut que je me dépêche. Alors, donc cet escalier le plus photographié de Lyon, c'est marrant parce que en fait, il est loin d'être unique. Tous les immeubles ateliers des canuts ont le même type d'escalier. Simplement, il n'y a qu'ici qu'il est extérieur et que la cour nous permet de le voir dans son ensemble. Alors évidemment, ce qui est remarquable, mais vous le verrez, c'est mieux de le voir
vraiment directement, mais ce qui est remarquable dans la construction de cet escalier, le ciment qu'on voit ici sur les montants, c'est celui de la restauration de l'escalier. Mais à l'origine, les blocs de pierre sont agrafés les uns aux autres par des ferrures en U. Hein, il y a 2 ferrures de chaque côté qui tiennent donc les blocs les uns aux autres. Mais surtout, cet escalier nous permet de voir que pour le canut, ces fameuses traboules, ce n'est pas de l'anecdote, ce n'est pas non plus en prévision du développement touristique de la ville de Lyon, c'est bien dans le quotidien. Quand il a eu affaire avec le négociant, il a été convenu d'une date, mais également d'une heure de livraison. On est dans une logique industrielle et tout retard, ne serait-ce que d'un quart d'heure, entraîne une diminution du tarif. Il n'a donc pas de temps à perdre. Quand il a terminé, il va prendre son rouleau sur l'épaule. Il va descendre l'escalier. S'il n'y a pas de traboule, là, vous voyez, il y a des escaliers qui sont encore là. Il va être obligé de revenir sur la voie publique et puis faire les S. Tandis qu'avec la traboule, eh bien, il va passer sous l'immeuble Atelier Canut qui est en face de nous. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc, encore. Tac. Voilà. On va descendre. Voilà. On passe là, sous l'immeuble où il y avait cet escalier photographié. Voilà. On passe là. Et là, on va ressortir dans une petite rue pavée. Alors, pour ne pas embêter les touristes, c'est une parenthèse. La ville de Lyon a trouvé le moyen de nous mettre les têtes de chat à l'envers pour qu'ils ne se fatiguent pas. Seulement, ce n'est pas l'authentique. Les têtes de chat, c'est voilà, hein, c'est là. Là, ils les ont arasés et puis ils les ont mis comme ça. C'est à cause des talons hauts, sûrement. Bon. C'est une petite rue d'ailleurs qui, je rouvre la parenthèse, qui s'est appelée un an, en 1848, au moment où les Voraces vont prendre le pouvoir à Lyon, rue de la République. Maintenant, il n'y a plus de nom. Bon. Là, de nouveau, on va continuer la traboule et on va passer, vous voyez, sous l'immeuble qu'on voit au fond. Hop, on descend des escaliers. Alors, vous voyez bien que là, c'était pas les traboules pour protéger des intempéries, parce que là, s'il y a un orage, on prend tout. Hein. On est assez loin. Voilà, et on va donc entrer dans ce couloir pour... voilà, là c'est simplement pour vous montrer les escaliers qui descendent. Hop, on passe à l'intérieur et on arrive sur une autre rue et tout de suite en face, il y a de nouveau une traboule. Donc on imagine bien qu'à l'époque des canuts, il y a même moins longtemps que ça. Je vais vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, les Lyonnais, quand on descendait en ville, parce qu'à Lyon, on descend en ville, et on va à Lyon. C'est comme ça. Eh bien, on ne regardait même pas si c'était signalé, c'était pas signalé, mais on savait que toutes les allées traboulaient. Donc on ne regardait pas et hop, et on filait. Voilà. Donc là, on traverse la rue et voilà. Hop. Bon il exagère. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Chef. Il n'y a rien? Comment il n'y a plus de photos? Comment ça? Voilà, pendant que j'ai le technicien. Voilà, donc on va aller comme ça, de traboule en traboule sur l'ensemble de la pente. Si vous voulez, les traboules, pratiquement, il y en a encore, pour ceux qui connaissent, à la limite de la place Satonnet. Ça traboule encore. Il n'y en a plus? Si, hein. Voilà. Et ben voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, là, c'est pour simplement vous montrer que quand on habite ces immeubles, Atelier Canut dépendent de la Croix-Rousse, qui, pour la plupart, n'ont pas d'ascenseur, il faut effectivement être dans une forme impeccable. Parce qu'évidemment, là, bon, ça c'est vous savez, la partie des pentes de la Croix-Rousse qui a tardé à se moderniser. Donc vous avez là les toilettes
À l'extérieur, sur le palier, évidemment, il y a des avantages. Hein. L'hiver, il y a une rotation très importante. Parce que là, ils n'ont pas le temps de lire Le Monde, ni Libé. Voilà. Voilà, et on va donc ressortir encore par une traboule. C'était simplement pour vous montrer, vous voyez, que toute l'architecture des escaliers est la même hein, sur les immeubles. Et les gens, évidemment, là on descend, on est rue des Tables Claudiennes, voilà, et place Chardonnay. Alors place Chardonnay, elle est intéressante. Alors Chardonnay, c'est ce personnage-là qui est un chimiste, baron de Chardonnay, né à Besançon, et qui lui, à la fin du XIXe siècle, avec la découverte de la viscose, va être à l'origine de la rayonne, de la soie artificielle. Mais pour nous, pour les canuts, c'est intéressant, cette place Chardonnay, parce qu'elle est limite entre deux quartiers différents, mais qui, au XIXe et une partie du XXe siècle, étaient obligés de travailler ensemble. Alors, on a le quartier qu'on a vu là, hein, avec tous ces immeubles et tout ça, canuts, ces fenêtres hautes et tout ça. Si on regarde de l'autre côté, qu'on se tourne, qu'on regarde plus Chardonnay, mais qu'on regarde le sud, eh bien on va trouver des immeubles comme ça, notamment celui-ci, qui ressemble, premier coup d'œil, à un immeuble canut. Simplement, au premier étage, vous voyez qu'on a cherché à embellir la façade, ce qui n'était pas le cas des immeubles ateliers canut. On a donc affaire là à une ancienne maison soierie. Et c'est à partir de la place Chardonnay qu'on voit très bien que la partie est de la colline de la Croix-Rousse, c'est véritablement une usine à ciel ouvert, avec un secteur qu'on a traversé virtuellement, qui est le secteur des ateliers, de la production. Et puis à partir d'ici, eh bien, ça va être un secteur de la commercialisation des négociants. Donc on a bien là une usine à ciel ouvert. Hein, il va y avoir dans le quartier des négociants eh bien, les services d'accueil à la clientèle, les services d'expédition, de stockage, etc., etc. Et là, vous avez la rue Burdeau, qui est donc en contrebas de la place Chardonnay, et vous voyez sur les façades les signes discrets des maisons de soierie. Parce que le négociant est loin d'être bling-bling. Il serait plutôt un peu rat. Et donc, il n'a pas du tout envie de montrer sa richesse. Donc, il y a quand même des petites choses. Et puis, je vous montrerai, il y a des choses à l'intérieur. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il faut quand même impressionner le client. Pas avoir l'air quand même trop pauvre vis-à-vis du client qui dit, oula, il est pauvre, ça ne doit pas marcher ses affaires, ça ne doit pas être de bonne qualité. Donc, il faut quand même montrer un tout petit peu, mais pas trop. C'est très lyonnais, ça. Et la rue Burdeau, je suis de Lyon. Hein. Alors la rue Burdeau en contrebas, elle s'est appelée d'ailleurs très longtemps rue du commerce. Donc ça explique. Voilà, on est encore rue Burdeau. Vous voyez, des petits balcons, hein, de temps en temps, comme ça. Mais enfin, rien de très démonstratif. Là, on va prendre, là c'est un peu plus riche. Hein. C'est le passage Tiafet. Tiafet était un négociant qui était spécialisé dans les châles au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, vous savez, c'est le village des créateurs, c'est-à-dire que ce sont en résidence de jeunes créateurs de mode ou d'accessoires qui bénéficient de loyers de boutiques à des prix avantageux, d'un centre de ressources et puis de quelques manifestations qui leur permettent de confronter leur création avec le grand public. Donc ça, c'est le passage qu'il a fait. Je vais vous le montrer. Donc il y a quand même, bon, il y a deux, trois choses, vous voyez. Des petits signes, voilà, hein, des petits signes extérieurs richesse. Voilà, ça c'est ça. Et là, voilà, encore, il y avait une niche, il y a une niche au fond, il devait y avoir une Madone, il n'y a plus. Voilà. Alors, cette porte est intéressante parce que c'est une porte d'une maison de soierie. Et si on prend cette porte, on rentre à nouveau dans une traboule. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore sur la pente. Donc les négociants, eh bien, eux aussi vont avoir besoin de ces passages rapides d'une rue à une autre, d'autant qu'un peu plus bas, vous avez la condition des soies, c'est là qu'ils achètent la matière première. Donc il va y avoir des traboules à l'intérieur des immeubles de soierie.
Rade et Traboules, il n'y a pas uniquement dans les immeubles ateliers Canu. Voilà. Alors évidemment, c'est quand même différent, les escaliers sont différents. Voilà. Il n'y a pas tout à fait les escaliers des immeubles ateliers Canu. Voilà. Et là, la particularité, on est entre la rue René-Lénaud et la rue des Capucins. Là, on passe sous 3 anciennes maisons de soirée. Voilà. Alors moi, j'ai toujours une pensée pour les habitants de l'immeuble qui est au milieu. Parce que pour aménager et déménager, je vous dis pas. Donc là, on va sortir rue des Capucins et on va aller à la maison de Condition des Soies, parce que vous savez que c'est une fibre. On a des problèmes avec cette fibre parce qu'elle est très sensible à l'humidité. Elle est capable de prendre du poids dans un environnement humide. Donc ça pose des problèmes puisque l'achat se fait au poids, mais le travail, c'est sur l'aune, sur le métrage. Ce qui fait que suivant les saisons, bien pour un quintal de soie, vous n'aurez pas la même longueur. Hein, saison humide, ben vous en aurez un peu moins, et saison sèche, un peu plus. Et puis il y avait des petits malins qui, avant les transactions, plaçaient leur étoffe, c'est un peu comme les noix. Si vous les achetez au kilo, voilà. Bon. Ou la salade dans les grandes surfaces, regardez, c'est toujours mouillée, resplendissante, très verte. Donc il faut se méfier. Donc Napoléon Ier, qui évidemment, vous le savez, était lui aussi obligé de s'occuper de tout, eh bien va demander à ce que ce bâtiment soit construit afin que la soie qui vient des magnaneries du sud de la France, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, soit conditionnée dans des cuves qui auront un même degré d'hygrométrie. Ça sera donc un progrès considérable pour l'économie. Voilà donc ce type de balance qui était à la condition des soies. Alors, les opérations sont un peu plus compliquées que ce que je raconte. Il fallait évidemment qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. La chambre de commerce fixait un taux d'humidité qui était donc réintroduit dans la soie. C'est toujours un gros problème, cette humidité. Il y avait quelques canuts minoritaires, mais quand même, qui, parce que, bon, c'était pas, les affaires allaient assez mal par moment, eh bien, on les appelait des piqueurs d'onces. Ils introduisaient, vous savez, quand il y avait un travail avec le négociant, le négociant lui donnait la matière première était pesée. Le canut tissait, quand il avait fini de tisser, il ramenait son étoffe tissée et de nouveau pesée. Et il fallait que ça soit le même poids. Tolérance pour des déchets, etc. Mais vraiment, et encore, hein, à une époque, il fallait vraiment que ça soit pile. Bon. Eh bien, certains canuts faisaient une économie parallèle. On n'a rien inventé aujourd'hui. Et pour que, eh bien, on ne s'en aperçoive pas, eh bien, ils introduisaient de l'huile ou de l'eau. Les canuts de l'éco de la fabrique, notamment, vont évidemment être très sévères vis-à-vis d'eux, puisque automatiquement, eh bien, ça va dévaloriser par moment la soie lyonnaise, puisqu'au bout d'un temps, eh bien, le client va s'apercevoir que dans son étoffe, ben, ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Voilà. Là encore, donc, des travaux dans le quartier des négociants. Il y en a plein. Il faut y aller le matin. Mais je vous disais que de temps en temps, à l'intérieur de la cour, à l'intérieur de l'immeuble, vous aviez quand même des choses assez riches. Et là, vous avez une montée d'escalier qui est dans un immeuble, une maison de soirée, une ancienne maison de soirée, qui est rue Place du Griffon, entre la Place du Griffon et la rue Romarin. Donc seulement c'est fermé. Donc ce matin, c'était ouvert. Alors donc j'ai pu faire la photo. Il y a vraiment un très très beau travail. Là aussi, un très beau travail sur la porte, une maison de soirée. Et puis là, vous avez l'immeuble de Claude-Joseph Bonnet. Claude-Joseph Bonnet va être connu pour deux choses. D'une part, il va être, je vais en parler tout de suite après, mais dans les négociations d'octobre 1831. Et l'autre façon de se faire connaître, c'est d'avoir été un des tout premiers à créer ce qu'on va appeler des usines couvents, usines internats, à Jugerieux.
pour le tissage de la soie unie, qui demande moins d'intervention une fois que la chaîne est mise en place, eh bien, il va créer donc à Jujurieux une usine où il va embaucher des jeunes filles et en même temps passer un contrat avec une congrégation religieuse afin que ces jeunes filles soient prises en charge en fin de journée de production. Ce qui fait que sur les sites de ces usines internats, eh bien, vous avez l'usine de production proprement dite, à côté, vous avez la chapelle, et à côté, vous avez le bâtiment qui abrite la salle de classe, le réfectoire et les dortoirs. Et il y en aura énormément dans la région lyonnaise et qui vont durer très longtemps. Jujurieux, c'est pas très longtemps que c'est fermé. Et avant, par exemple, à la Croix-Rousse, vous aviez les établissements Gindre, qui étaient situés à l'angle de la rue Philippe de la Salle et de la rue Hénon. Et en 1900, ils seront fermés qu'en 1957. Donc il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, la chapelle et le bâtiment salle de classe, réfectoire et dortoir est occupé par le CRDP. Voilà. Voilà donc Claude José Bonnet, ses initiales en fer forgé sur la porte. C'est un immense bâtiment. Vous avez l'arrière du bâtiment de Claude José Bonnet. Voilà. Construit en 1830. Voilà. Bien. J'en ai fini. C'est autre chose. Maintenant, pour terminer quand même, je vais vous parler, même si on y revient d'ici quelques temps, soit à travers l'écho de la fabrique, soit à travers d'autres séances, quand même vous parler de cette fameuse révolte des 21, 22 et 23 novembre 1831, au moins que vous ayez une idée des enjeux de cette fameuse révolte. Alors, pour comprendre cette révolte, il faut savoir qu'entre les négociants et les chefs d'atelier, il n'y a pas de lien de salariat. Le chef d'atelier est indépendant, le négociant, lui, fixe les tarifs. Et les tarifs sont très nombreux. Vous verrez, dans l'écho de la fabrique, vous en avez, dans le numéro d'octobre 1831, vous en avez au moins 6 pages de tarifs, et c'est écrit tout petit. Il n'y a pas un seul... Quand vous entendez parler d'une augmentation du salaire, c'est faux. Ce sont des tarifs, et les tarifs sont très nombreux et très divers. On n'a pas qu'une façon de tisser. Donc, autant de façons de tisser, de tarifs. Et ces négociants, il n'y a rien écrit sur ces tarifs. Ils n'écrivent pas. C'est fluctuant. C'est en fonction du marché. Et on s'est aperçu, il y a eu une grave crise économique en juillet 1830. Parce qu'en juillet 1830, ce sont les Trois Glorieuses, la chute de Charles X et l'arrivée de Louis-Philippe. Et quand il y a un événement politique, eh bien évidemment, la soirée lyonnaise, elle est mal. Parce que les gens sont inquiets, notamment ceux les plus riches, et ils ne renouvellent pas le tissu d'ameublement ou la garde-robe. Donc il y a des problèmes. On s'aperçoit quand même que depuis janvier 1831, il y a une reprise économique. La preuve, je vous le disais, c'est que en juillet, août, certains ateliers font 18 heures par jour. Il y a donc des commandes, il y a du travail, il n'y a pas de chômage. Par contre, quand on regarde les tarifs, la plupart de ceux-ci n'ont pas bougé depuis l'époque de Napoléon Ier, c'est-à-dire au plus tôt 1814-1815. Et même un certain nombre de tarifs ont baissé. Il y a donc un mécontentement évident chez les canuts. Et le préfet de l'époque, représentant de l'État, qui s'appelle Bouvier Dumollard, il est pour l'époque assez âgé, il doit avoir un peu plus de la cinquantaine. Et il a une oreille assez attentive sur les revendications des canuts. Ce qui va le conduire à demander à ce qu'il y ait des délégués des négociants et des délégués des chefs d'atelier canuts qu'ils puissent se réunir à la préfecture, qui à cette époque était place des Jacobins, pour élaborer de nouveaux tarifs augmentés. Ça, si vous voulez, un espèce de Grenelle. Et effectivement, ça c'est important, le 25 octobre 1831, les deux parties, délégués des négociants, délégués des chefs d'atelier canuts, vont signer des tarifs augmentés. Donc évidemment, chez les canuts, c'est la joie, ils ont gagné. Par contre, ça se passe mal du côté des négociants. Et quand les délégués donnent compte rendu du résultat de la discussion, eh bien, un certain nombre de négociants, minoritaires, c'est vrai,
Mais ce sont les plus influents, ceux qui font travailler le plus de canuts, comme Claude-Joseph Bonnet, qui vont dire attention, nous ne pouvons pas augmenter les tarifs, on va être obligé d'augmenter nos prix ventes. Or, on tisse ailleurs de la soie en Europe. On tisse en Angleterre de l'Uni, on tisse en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie, bien sûr, en Belgique, en Espagne. Nous allons perdre des parts de marché. Nous ne voulons pas, disent-ils, mettre en danger l'industrie de la soie. Nous refusons donc d'appliquer ces tarifs. Le gouvernement de Louis-Philippe va les suivre, et le 1er novembre 1831, qui est la date butoir pour l'application de ces tarifs, rien ne se passe, les tarifs restent identiques. Le 21 novembre, les canuts vont cesser le travail. Il n'y a plus un métier qui bat. Ils vont se réunir sur la place de la Croix-Rousse, qu'on a vu tout à l'heure, mais peut-être si je continue, non. Ouf, non. Donc en haut du plateau, vers la porte de séparation entre le faubourg indépendant et Lyon intramuros. Je vous l'ai dit, les remparts sont en mauvais état, donc très nombreux, ils se réunissent sur cette place de la Croix-Rousse et évidemment, ils vont entreprendre de descendre les pentes pour aller manifester sous les fenêtres des négociants, en bas des pentes. Les négociants, voyant cette foule, vont prendre peur. Ils vont s'adresser au pouvoir politique qui est juste à côté, c'est l'hôtel de ville, qui va envoyer, pour les protéger, la première légion de la garde nationale. Alors, que ça soit la garde nationale, ça c'est tout à fait normal. Vous savez, à cette époque, dans tous les quartiers, il y a une garde nationale. Ce sont des gens élus que l'on envoie dès qu'il y a début de troubles. Au lieu d'y envoyer tout de suite les CRS ou les soldats, c'est des gens qui essayent de calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc c'est la garde nationale. Le problème, c'est que c'est la première légion de la garde nationale. Et la première légion de la garde nationale, elle est composée d'habitants du Griffon et des Capucins. C'est-à-dire, ce sont des négociants ou des fils de négociants. Évidemment, les canuts voient ça comme une véritable provocation. Ils viennent de refuser d'augmenter les tarifs. Et surtout, la garde nationale est armée et les canuts, eux, ne le sont pas lors de la première manifestation. Il y a donc une grande tension. Et effectivement, à l'angle de la rue de la Vieille Monnaie, qui est aujourd'hui la rue René-Lénaud, et de la montée de la Grande Côte, il y a un premier face-à-face entre la garde nationale et les canuts, les premiers coups de feu de la garde nationale et les premiers morts canuts. Les tisseurs vont remonter dans les ateliers, ils vont s'armer, et on aura donc 3 jours d'émeute qui feront 600 victimes blessées et tuées, les historiens s'accordant sur le nombre d'environ 150 morts et partagés de façon à peu près égale entre membres de l'armée et de la garde nationale et civils canuts. Le soir du 23 novembre, les canuts sont maîtres du terrain. La garde nationale et l'armée se sont retirés à Rieux, où ils attendent des renforts. Ils occupent donc les 3 faubourgs indépendants, la ville de Lyon et l'hôtel de ville. Seulement, il va y avoir un problème. Car que faire de ce pouvoir politique? L'immense majorité des canuts a manifesté pour l'application des tarifs signés, pas pour une prise de pouvoir politique. Et les canuts républicains en 1831 sont minoritaires. Ce qui fait que peu à peu, fin novembre et début décembre, les canuts vont déposer les armes en regagnant les ateliers. D'ailleurs, quand l'armée, contrairement à ce qui est raconté parfois sur Internet, quand l'armée va entrer le 3 décembre 1831 dans la ville de Lyon, il n'y aura pas de combat. Les canuts sont déjà dans les ateliers. Et les tarifs ne seront renégociés collectivement que 30 ans plus tard. Il ne faut pas se leurrer. Dans un premier temps, cette révolte est un échec total. Ils n'obtiennent rien du tout. Seulement, il y a un problème. On en parle tout le temps. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a des choses fondatrices, nouvelles, qui apparaissent lors de ces 3 journées. Alors, la première chose nouvelle, c'est que c'est la première fois au monde où des ouvriers porteurs d'une revendication, l'application des tarifs signés, triomphent par les armes d'une autre force armée et occupent l'ensemble d'une ville et ses pouvoirs. Et ça, évidemment, ça va être regardé avec beaucoup d'attention dans l'Europe entière. Il y a des journaux à cette époque. Et
évidemment, la nouvelle va être propagée partout. Deuxième chose nouvelle, c'est que dès le premier jour, on voit apparaître le drapeau noir qui, à cette époque, est le drapeau du deuil et de la pauvreté. Ce n'est pas encore le symbole de l'anarchisme. Et sur ce drapeau noir, il y a la devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». La première partie de cette devise, c'est un concept nouveau. Vivre en travaillant ne veut pas dire « donnez-nous du travail afin que l'on tisse encore davantage pour que vous puissiez nous payer ». Certains font déjà 18 heures par jour. C'est vivre dignement par le travail. Et les canuts écrivent dans l'écho de la fabrique, nous ne voulons pas d'aide, nous ne voulons pas d'aumône, nous voulons simplement être payés justement pour le travail que l'on effectue. C'est bien évident que ça va faire école. Troisième chose nouvelle, pendant les 3 jours d'émeute, on n'assiste pas à des bandes de canuts qui parcourent les traboules et les rues en pillant, incendiant ou trucidant les négociants qu'ils rencontrent, puisqu'ils vont placer devant les maisons de soierie et devant les banques des sentinelles afin de les protéger. Alors ils disent, j'explique, ils disent bien sûr, cette industrie nous surexploite. Bien sûr, les négociants ne tiennent même pas compte de leur propre signature. Mais attention, nous sommes nous aussi les acteurs de cette industrie et à ce titre, nous n'avons aucun intérêt à briser l'industrie de la soie. Personnellement, je crois que c'est la chose la plus fondamentale apportée par cette révolte de 1831. Parce que c'est la première fois où l'on voit placer l'ouvrier dans le système de production économique, non pas comme quelqu'un qui ne fait qu'exécuter, sans rien dire, mais comme un acteur, au même titre que d'autres acteurs, qu'ils soient actionnaires, patrons, directeurs, employés. Et ça, c'est fondamental. Et enfin, dernière chose importante, on est à une époque où il y a encore l'esprit du compagnonnage. Les lois Le Chapelier, pendant la Révolution française, ont supprimé le compagnonnage, mais encore dans les têtes. Et notamment, par exemple, dans le mutualisme, pour être mutualiste, il fallait être non seulement un excellent tisseur, mais un bon père de famille et un bon époux. Tout est lié, vie privée et vie professionnelle. Hein. Comprenez pourquoi le crédit mutuel a changé de règlement. Pour d'être tout seul. Il ne fallait pas boire, il fallait pas... C'est compliqué. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je fais des parenthèses, évidemment. Voilà. Oui. Voilà, le compagnonnage. Donc, il y a encore ça reste encore dans les têtes. Et d'ailleurs, il y a encore, on voit ça dans l'écho de la fabrique, dans les faits divers, il y a encore des compagnons de professions différentes qui se rencontrent sur le chemin et qui se tabassent, hein, qui se battent. C'est la tradition. Hein. Eh bien, et avec des morts. Les canuts vont dire, il faut au contraire, d'une part, arrêter ça et regarder les autres professions, car nous avons des problèmes communs. Et ils vont écrire dans l'écho de la fabrique, il faut se réunir en faisceau pour défendre notre dignité d'ouvrier. On a donc là les prémices, les tout débuts des futures organisations ouvrières syndicales qui ne viendront évidemment que beaucoup plus tard. Voilà, rapidement, parce qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus, avec un peu plus de détails sur ces aspects-là, notamment avec l'écho de la fabrique ou même avec le Conseil des prud'hommes. Mais voilà, en gros, l'apport social de cette fameuse révolte de 1831, qui d'ailleurs, paradoxalement, ces apports sociaux sont très très peu mentionnés. On parle de la révolte sans trop savoir, qui est une défaite, sans trop savoir de quoi il retourne. Voilà, si vous avez... Donc on va commencer les questions. Hein. Comment ça se... Oui. Vous avez parlé des WC qui étaient à l'étage. L'eau n'arrive qu'en 1860 dans les immeubles. Autrement dit, ils allaient à la fontaine, Oui, dans la rue. C'est ça, hein, les fontaines arrivent d'abord, Oui. et ensuite ça sera dans les étages beaucoup plus tard. Bien sûr, il y a fontaines. Il y a là encore quelques fontaines à Lyon. Hein. Il y a encore quelques fontaines. Et d'ailleurs, à propos de fontaines, quand l'eau va arriver dans les rues, ça va poser un autre problème. Toute la colline de la Croix-Rousse
Il n'y a pas d'eau. Voilà, parce que on dit que c'est une colline, en fait, c'est pas une colline, c'est le bout du plateau des Lombes. Okay. Hein, une colline, normalement, c'est à 4 pans, là, c'est à 3. Donc il y a de l'eau dessous. D'ailleurs, on en parle souvent. Et nos anciens, donc ils ont creusé des puits pour avoir l'eau. Simplement, quand l'eau est arrivée sur la voie publique, il était plus facile d'aller à la borne fontaine que de tirer le seau. Il faut que je prenne ça? Oh, celui-là, il marche plus. Ah si, marche. Donc, ah oui, prenez aussi le micro. Ce sera deux à prendre le micro. Vous vous sentirez moins seul. Voilà, très bien. Vous voyez, c'est rouge, moi pas rouge. C'est que ça marche quand c'est rouge. Bon, vous voulez c'est pour la télé, on reprend la question ou... La question, c'est pour Arte. La question, c'était l'eau dans les Voilà. immeubles. Donc, les vieux Croix-Roussiens, ils avaient creusé des puits puisque l'eau passe en sous-sol sans problème. Quand il y a eu cette eau sur la voie publique, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient embêtés par des parpaings, des moellons, etc., et tout ça dans le puits. Or, l'eau, ça ne se compresse pas. Et ils avaient donc fait des barrages, ça faisait des barrages, toutes les cochonneries qu'ils en mettaient. Et il y a eu énormément de problèmes, puisqu'à un moment donné, l'eau, il faut qu'elle parte. Et donc, c'est ce qu'on a des glissements de terrain. 1930, c'est sur Fourrière, qui a exactement la même configuration que la Croix-Rousse, où là, il y aura énormément de morts. Hein, en bas d'ailleurs, il y a encore une plaque, quand on sort de la rue du Boeuf, là, on voit. Et à la Croix-Rousse, le dernier décès dû à un immeuble qui s'était effondré pour un glissement de terrain, c'est en 1977, cours d'Herblouville, 31 juillet. Voilà. Pourtant, il y a des tunnels dans la Croix-Rousse. Attends. Là, d'abord, tu prends ton truc, et puis d'abord là, un petit truc rouge s'est allumé. Oui? Oui, merci. Qui est-ce qui faisait la construction de ces bâtiments-usines? Comment ils étaient financés? Qui en était propriétaire? Alors, les propriétaires sont principalement les rentiers, dans l'époque, signification ancienne. Celui qui vit de ses rentes, hein, de terrain, etc. Les banquiers. Lyon est une ville de banque, une ville marchande. On était la seule ville à avoir 4 foires à la Renaissance. Donc, il y a déjà des banques, et puis les négociants. Il y a eu quelques tentatives de chefs d'atelier qui, en se réunissant, étaient devenus propriétaires de l'ensemble d'un immeuble atelier Canu, mais il y en a vraiment très très peu, c'est pas du tout exemplaire. Quant aux constructions, c'est les arches. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve toute la même architecture. Je ne pense pas qu'il y ait qu'un seul entrepreneur, mais ça s'imposait, c'était une évidence qu'il fallait faire ce type d'escalier, ce type de fenêtre, et surtout qu'il travaillait dans l'urgence, hein, très rapidement. En 1800, je vous parlais de 1800, où il y avait 4000 habitants, rien que sur le plateau, hein, et que ça passe à 30 000, sur les pentes, il y en a autant, hein, donc ça fait... Eh bien, il faut bien s'imaginer que quand les canuts travaillaient, ceux qui travaillaient dans les immeubles, si ça se trouve, en phase 2, l'immeuble n'était pas encore construit complètement. C'était un immense chantier où ils sont passés... où en même temps, ils travaillaient, quoi. Ça ne devait pas être triste, à mon avis. Oui? Là, après. Et il faut appuyer sur le... Voilà. Non, mais c'est un peu anecdotique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les inondations. Parce que la Croix-Rousse, ils avaient prévu, il y a des tunnels qui existent encore, bon, je crois qu'ils sont tous fermés maintenant. Mais il y a des tunnels qui apparemment servaient à l'écoulement de l'eau. Ah oui, à l'intérieur de la colline de la Croix-Rousse, on peut monter jusqu'à la place Colbert sans problème. C'est ça, oui. Donc c'est aménagé. Il y a un service du Grand Lyon qui aujourd'hui surveille, à cause évidemment de ces problèmes-là. Et puis quand il y a une construction nouvelle, il faut faire attention, savoir si là l'eau passe ou pas, enfin, etc., quelles précautions prendre. Et puis il y a, côté Rhône, ce qu'on appelle les arêtes de poissons, qui sont là, apparemment, qui devaient servir soit d'entrepôt, soit quelque chose comme ça, puisqu'elles sont régulières, et on a vraiment l'impression d'un ouvrage
d'un ouvrage fait par l'armée. C'est bon, on peut se lever sans problème. Bon, le reste c'est un peu plus sportif, mais c'est aménagé. Oui, j'ai visité ça 2 fois. C'est intéressant. Ouais, il y a des choses. Bon, il y a des types. Alors c'est tagué partout. C'est incroyable. Là, sous le sol, et c'est encore tagué. Il y a des dépôts aussi. Ouais, parce qu'il y a des types qui rentrent par les égouts. Il y a des dépôts aussi, Ouais. de choses pas trop catholiques. Ah ben ça, pensez bien. Oui. Oui, donc je vous remercie de cette explication. Je suis hollandaise, je ne savais même pas ce que c'était un canut. Et donc, cette visite virtuelle et l'explication, j'ai tout compris. Ma question est donc, si j'ai bien compris, il y avait des ouvriers qui habitaient là. Est-ce qu'il y avait de la place pour les familles et les enfants et comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une vie avec des enfants, famille, femmes, ou c'était vraiment que des logements ouvriers Alors, la structure familiale, d'abord du chef d'atelier. Généralement, il a épousé quelqu'un qui connaissait le travail de la soie, une canuse, hein, pour ne pas être obligé de lui expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, et puis, bon, géographiquement, des gens qui font 14-16 heures par jour, et donc le dimanche, pas, bon, ils se connaissaient du coin, quoi, hein, voilà. Alors la structure familiale, le canut n'a jamais beaucoup d'enfants. À une époque où c'est le contraire, la moyenne c'est 2 ou 3. Parce que c'est pas comme dans le monde agricole, il n'a pas besoin de bras lui. Hein, il a, bon, les enfants allaient à l'école. C'était un système en alternance, c'est-à-dire une partie qui était dans les écoles tenues par les religieux, puis une partie qui était sur le tas, dans les ateliers, etc. Quant aux ouvrières et ouvriers en soi, alors s'ils sont peu nombreux, parce que, évidemment, quand je dis qu'il y a certains avec 10 métiers à tisser ou 12 métiers à tisser, donc ça fait 7 ou 8 ouvrières ou ouvriers en soi, plus les apprentis, et tout ça dans la suspente, je ne vous dis pas l'horreur. Donc généralement, quand il y avait coupe, en haut, au dernier étage, avec des fenêtres plus petites, si vous faites la balade au mois de novembre, on repérera ce dernier étage avec des fenêtres plus petites qui sont effectivement des logements pour les coupes. Voilà. Il faut savoir aussi que le chef d'atelier, l'ouvrier en soi, il n'a qu'une envie, devenir chef d'atelier. Et ça, il le peut depuis la Révolution française qui a supprimé le compagnonnage. Donc, la Révolution française, la Révolution française est une révolution pour une économie libérale, à fond. Suppression des associations, qu'on retrouva qu'en 1901, et suppression du corporatisme afin de permettre aux gens de s'installer, quel que soit leur niveau, leur diplôme, leur savoir-faire. C'est le principe. Il n'y a que quelques professions qui garderont cette obligation, les docteurs ou les notaires, enfin bon, ça. Mais autrement, tout le monde peut être, voilà, comme moi, hein, sans problème. Voilà. Donc, il y aura les coupes seront logées là. Et dès que l'ouvrier aura mis assez de côté pour s'acheter un premier métier, pour avoir suffisamment d'avance pour se payer une location sur un certain nombre de mois, eh bien il va s'installer. Est-ce que ça répond à la question? C'est-à-dire chef d'atelier, ils habitent aussi les parents. Ah oui, alors tout le monde habite dans le même... Alors le chef d'atelier, lui, avec sa femme, il a une petite alcôve, une pièce sans fenêtre de côté, dans l'atelier, pour son intimité. Le reste, voilà. Comment ils mangent? Ah oui, il mange... vous avez tout... C'est-à-dire qu'on a... C'est là où on a des difficultés, effectivement, aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. La notion de loisir n'existe pas. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il faut déjà subvenir à ses besoins en aliments, en chauffage, voilà. Et l'essentiel de son énergie, c'est le travail. Parce qu'en plus, les chefs d'atelier, les ouvrières, ouvriers en soi, aiment leur travail. Le canut est extrêmement fier de son travail. Donc, il veut travailler.
Donc, il y a des repas. Les ouvriers, eux, payent leurs repas. J'ai pas parlé, parce qu'on y reviendra sûrement, mais ça fait rien. J'ai pas parlé de la façon dont étaient payés. Si par exemple le chef d'atelier reçoit 100 euros de la part du négociant, si l'ouvrier en soi, c'est lui qui a fait l'étoffe qui coûte 100 euros, 50% lui reviennent, 50% restent au chef d'atelier, qui lui évidemment a les démarches, le chauffage et une partie de la nourriture, enfin il s'arrange, ça dépend les chefs d'atelier, le blanchiment du linge et l'allocation, enfin etc. Donc c'est 50-50. Voilà. Mais tout le monde vit ensemble. Il n'y a que le dimanche et les jours carillonnés, hein, Toussaint, Noël, Pâques, etc., où ils s'arrêtent. Et encore, il ne faut pas qu'on sorte d'une crise économique, parce qu'à partir du moment où on sort d'une crise économique, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de jours fériés. Parce qu'il faut rattraper l'endettement que les gens ont subi, récupérer ce qu'on a mis en dépôt, le dépôt de mendicité, etc. Oui. Vous avez évoqué la probité et la rectitude des canuts lors des révoltes, notamment ils s'abstenaient de piller ou de voler. C'est quand même l'un des rares moments où on a vu des chefs, des révoltés fusiller les gens qui étaient pris en flagrant délit de vol. Donc ils avaient une très grande rectitude. Et il fallait le souligner. Mais ma question était plutôt autour de la façon dont les canuts ont saisi le tournant de la révolution industrielle avec l'invention du métier jacquard. Ils l'ont perçu dans un moment comme étant quelque chose qui allait améliorer leurs conditions, mais n'empêche qu'ils ont quand même détruit et brûlé ces mêmes métiers place Bellecour. Est-ce que c'était par peur de l'inadaptation de ce nouvel outil de travail, ou bien parce que c'est par peur du chômage et de la perte de leur savoir-faire? Alors, il y a un peu tout ça. D'abord, il n'est absolument pas sûr, on a beaucoup de difficultés à trouver vraiment des témoignages. Je ne suis pas historien de profession, mais ceux que j'ai pu interroger, Bruno Benoît ou autres, on a peu de documents. On sait qu'un jour, Jacquard avait travaillé dans ce qui est aujourd'hui le Palais Saint-Pierre. On lui avait réservé une salle, et là il avait fait des expériences. Vous savez, d'abord il a commencé à vouloir à tisser des filets de pêche, c'était ça, mécanique Jacquard, il y en a un peu après. Et donc il avait fait comme ça des essais, et il y aurait un témoignage comme quoi, voulant récupérer cette salle où il y avait ce métier à tisser, il aurait été jeté sur la place des terreaux, et brûler les choses qui pouvaient être brûlées à l'intérieur. Donc voilà, c'est une autre version. Ce qui est certain, et à mon avis là, je ne crois pas me tromper, c'est qu'il y a une inquiétude. L'inquiétude, c'est parce que vous avez là des chefs d'atelier qui, depuis 30 ans, tissent de telle façon. Donc il faut se remettre en question. Vous savez, moi, quand je travaillais au Progrès, ça fait 25 ans, comme indépendant, hein, comme pigiste, à un moment donné, le Progrès m'a dit, mon vieux, si tu veux continuer à travailler avec nous, eh bien, il faut t'acheter un appareil portable, hein, machin, là, pour faire des photos, et puis un ordinateur. Et alors, comment ça fait? Vous me le donnez? Je vais la clasher, il faut acheter. Donc, ils ont été obligés d'acheter la mécanique Jacquard. Donc, et puis se mettre à un apprentissage, changer la façon, et quand on a comme ça pendant des années et des années fait le même geste, ou des gestes assez proches, c'est difficile. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il n'y avait pas une volonté délibérée de refuser ça. D'abord parce qu'il y a un fait important, c'est que les tireurs de lac, hein, avant la mécanique Jacquard, pour le choix, pour trier les fils, c'était fait par leurs enfants.
Or, c'était une fonction qui était très fatigante, puisqu'il fallait, dans une position très inconfortable, tirer ces fameux fils pour les classer. Et donc, automatiquement, quand ils arrivaient à l'âge adulte, il y avait des déformations. Le canut, pendant très longtemps, était désigné comme un type qui avait un tas de navets, qui ne sortait jamais, tout blanc. Et puis, Biscornu, je ne sais plus qui c'est, dit, oh, oui, j'ai rencontré un auteur célèbre, j'ai rencontré des canuts, ils ont les membres disproportionnés. Donc, il devait y avoir un problème. Donc, ils n'étaient pas opposés. Quant au chômage, alors, contrairement à ce qu'on a pu penser, eh bien, le nombre de métiers à tisser va doubler entre avant la mécanique jacquard et après. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des répercussions au niveau du travail. Peut-être certains ne sont pas faits. Moi je ne dis pas que tout le monde. Moi ce qui m'a frappé, c'est qu'en 1834, au moment de la mort de Jacquard, il y a un des fondateurs de l'école de la fabrique qui s'appelle Marius Chastain. Marius Chastain, on peut considérer c'est une caricature, mais dans l'éventail politique, il considérait que Besancenot, c'est un type de droite. Vous voyez ? Bon. Ah oui, c'est assez dur. Eh bien, il va écrire, il s'est fâché avec ses copains de l'école de la fabrique, donc il va créer un autre journal, et il va faire un éloge de Jacquard en disant c'est le bienfaiteur des ouvriers. Regardez ce qu'il a amené, alors que nos enfants étaient tout biscornus, enfin il dit pas comme ça, mais bon c'est ça, eh bien il faut rendre, et vous verrez la bourgeoisie, elle voudra pas rendre gloire à Jacquard. Vous verrez, donc il faut le soutenir, et il va lancer une pétition, enfin une souscription pour qu'il y ait une statue qui lui soit consacrée. Donc il y a, moi je dis, souvent on dit effectivement, Jacquard, moi je crois que c'est d'abord changement, et c'est difficile le changement, ça a toujours été difficile, des frais supplémentaires, ça c'est évident, et puis, temps d'adaptation, etc. C'est pas refaire son apprentissage, il faut le faire. Oui ? Oui, allez-y. Je voulais savoir s'il est vrai que la rue de la République a été percée dans l'idée que s'il y avait de nouvelles révoltes de canuts, ça permettrait à l'armée d'arriver plus facilement au bas de la colline. Oui, d'abord c'est l'élargissement, c'est pas uniquement lyonnais. Hein. On a la même chose à Paris avec Haussmann. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment dans la tête des concepteurs, il y a un problème quand même de... Bon, les rues sont étroites, il y a peu d'air, ce sont des maisons Renaissance. Hein, les maisons à la place de la grande rue de la République, c'est les maisons que vous pouvez trouver rue Mercière. Hein, c'est le même truc, on a gardé uniquement ça. Mais effectivement, les avenues larges, c'est pour faire manœuvrer la troupe, c'est bien évident. Alors ce qui est particulier par contre à Lyon, et là vous avez raison, c'est que donc le préfet Vaïs va envisager, à partir de la rue de la République, de faire une espèce de rocade jusqu'à la rue Dumont d'Urville, qui est sur le plateau Croix-Roussien. Et quand vous regarderez un plan, et vous verrez la rue de la République et la rue, Cour d'Herbouville, rue Dumont d'Urville, exactement dans l'alignement. Voilà. Donc c'était prévu. Mais à Lyon, on aime bien les rocades. Vous savez que Louis Pradel, il voulait faire aussi une rocade à travers le Vieux-Lyon, lui. Vous regarderez le pont Maréchal Juin, il tombe sur les façades du Vieux-Lyon. Et donc il faut tourner à droite. C'est un pont qui ne sert pas à grand-chose. Parce qu'au départ, il devait traverser le Vieux-Lyon. Pas mal. Oui ? Quels étaient les rapports entre les canuts et leurs ouvriers? Y avait-il des conflits entre eux? Et est-ce que ces ouvriers ont participé à la révolte des canuts? Étaient-ils partie prenante de cette révolte? Alors, pour la dernière question, évidemment. En 1931, chef d'atelier
ouvrières et ouvriers en soi sont solidaires. Ils sont tous d'accord, dans la mesure où l'ouvrier en soi, je l'ai dit, s'il touche que 50%, évidemment, si sur 100 euros, ça n'est pas beaucoup, sur 200, ça serait mieux. Donc il est partie prenante sans problème. Il n'y a pas d'ailleurs uniquement dans cette révolte des ouvriers en soi et des chefs d'atelier. Il y a d'autres professions qui font partie plus ou moins de l'industrie de la soie. Il va y avoir des cartonniers, il va y avoir des passementiers, etc. Et d'autres même qui sont à la marge. Vous savez, l'inventeur de la fameuse devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant », il s'appelle Roman, et c'est un tailleur d'hommes. Voilà. Donc il n'est même pas dans le tissage. Bon. Les rapports entre chefs d'atelier et ouvriers, alors ça, on va le voir quand je crois qu'il y a une soirée là où on va parler des prud'hommes. Parce que c'est là qu'on voit quels sont les rapports. Alors, il y a beaucoup de difficultés entre le chef d'atelier et les apprentis. C'est pas simple. Parce qu'il y a d'un côté, et ça c'est pas nouveau, d'un côté des chefs d'atelier, bon, qu'il faut tout faire à l'apprenti, et voilà, il s'en sert, sans lui apprendre forcément le métier. Et puis il y a des apprentis qui ont une fâcheuse tendance à ne pas se lever le matin. Il n'a rien inventé non plus. Donc voilà. Quand il y aura quand même, après 31, cette unité, cette belle unité va se fissurer. Alors elle va se fissurer parce qu'il y a notamment... les ouvriers n'ont pas participé aux négociations. Ils sentent quand même qu'ils n'ont pas véritable autant de pouvoir que le chef d'atelier. Et puis, il y a le travail d'un certain nombre de négociants qui vont les inciter à venir, à partir de 1834-35, on pense déjà aux usines pour le tissage de l'Uni, puisque c'est un choix que vont faire les soyeux lyonnais. Alors que les canuts veulent rester sur du façonné, ce qui a fait la réputation de Lyon, eh bien, les soyeux veulent plus du façonné parce que ça coûte moins cher, mais on peut le vendre beaucoup plus, avec une grande marge bénéficiaire. Donc, ils vont inciter peu à peu les ouvriers à dire, vous voyez, venez donc dans les usines, des ateliers où là, vous aurez directement le salaire. Tandis qu'avec ces ateliers, vous avez un intermédiaire, le chef d'atelier, supprimez l'intermédiaire, nous, et vous aurez affaire qu'à nous. C'est ce que fera Claude Joseph Bonnet. Et d'autres, bien sûr. Mais autrement, alors jusqu'en 32, 33, ça va. Après, ça se gâte un peu. À cause de ça, les tendances, etc. Voilà. Oui. Les canuts savaient lire et écrire. Oui. Je ne comprends pas pourquoi un imprimeur, je comprends pourquoi les amener. Oui. Pourquoi il y avait justement des lettrés dans une corporation. Alors, souvent on a l'impression que le métier de tisseur, c'est passer la navette d'un coin à l'autre, et puis voilà. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il faut voir les démonstrations qu'aujourd'hui, sur un métier jacquard, il y a quand même, au niveau des dessins, ce qui reçoit, lui, le chef d'atelier, le canut, c'est uniquement les cartons perforés, d'un côté, et les fils de l'autre. Il faut qu'il monte sa chaîne. Vous savez qu'un veloutier, par exemple, pour monter la chaîne, avant que le métier puisse travailler normalement, il faut 8 jours. Donc, c'est des fils, des milliers de fils, qu'il faut pouvoir placer au bon endroit. Et bien pour ça, il faut avoir des notions de calcul, il faut avoir Et il est travailleur indépendant. Ça veut dire qu'il faut qu'il discute sur le tarif avec le négociant. Un type qui ne saurait pas lire ni écrire ne pourrait pas. Donc c'est un apprentissage, et d'ailleurs il est assez long cet apprentissage. Il est entre 7 et 8 ans. Et il y a une partie donc qui se déroule dans les écoles, principalement d'ailleurs les écoles religieuses, ce qui explique d'ailleurs qu'ils aient des rudiments de grec et de latin, et puis une partie dans les ateliers, dans divers ateliers, pour avoir une vision la plus large possible. Le père, il ne va pas garder son enfant dans son atelier,
parce qu'il va avoir envie que son enfant eh bien, connaisse un autre atelier, une autre façon de faire, d'autres fils. Il n'y a pas que les fils de soie, il y a d'autres fils, il y a de la laine, du mélange, du coton, etc. Donc il y a une autre manière de faire, donc il va leur permettre ça. Et contrairement à ce qui, et j'insiste souvent là-dessus, contrairement à ce qui se passe par exemple en Angleterre, où vous avez des usines avec des enfants qui à 6 et 7 ans ou 7 ans vont commencer à aller à l'usine, avec des conditions de travail déplorables. On ne connaît pas ça à Lyon. On ne connaît pas ça. Ce sont les enfants des chefs d'atelier et pas d'usine. Ils sont donc dans les ateliers, ils vont à l'école. Alors au lieu de faire comme aujourd'hui, regarder la télé, machin, PlayStation, je ne sais pas quoi, évidemment, ils font comme dans le milieu rural, ou dans un certain nombre de pays aujourd'hui, qui n'ont pas le choix. Eh bien, quand ils reviennent de l'école, eh bien, dans le monde rural, ils s'occupent du potager, de la basse-cour. Et si on a des vacances pendant l'été, c'est pas parce qu'il fait beau, c'est parce qu'il fallait les foins, les vendanges, etc. Il fallait des bras. Hein, autrement, on n'aurait pas fait les vacances au mois d'août. Hein, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a ce rapport-là qui est exceptionnel à Lyon, dans le domaine des canuts. Quoi. Oui. Oui, je voulais juste savoir quelle était l'origine du mot canut. Ah, ben voilà. C'était typiquement lyonnais ou c'était... Il me semblait bien. Très bonne question. Je vais y répondre. Alors, parce que c'est toujours polémique. J'ai entendu toutes sortes de choses à propos du terme de canut. Alors, j'ai entendu, bon, souvent on en parle. Vous savez, les maîtres tisseurs, à une époque... Ah, pardon. Je vais reprendre, hein, c'est vergon. Alors, les maîtres tisseurs à une époque avaient, comme symbole de leur maîtrise, une canne avec un pommeau. Sur ce pommeau auraient été accrochés des symboles de leur profession. Et il y a eu une grave crise économique, obligés de vendre ces breloques en or ou en argent. Et lors d'un enterrement de l'un de leurs confrères, ils seraient arrivés tous, place des terreaux, en n'ayant plus rien sur le pommeau de la canne. Et un gone, passant par là, aurait dit « Oh, voilà des cannes nues. » Bon. C'est du Ruquier. Je vois mal le type en train de noter « Ah, les cannes nues. » Il y en a une autre que j'ai entendue, alors qui était extraordinaire. Le type, il ne voulait pas croire qu'il se trompait. Hein. Il dit, c'est parce qu'ils avaient des pantalons qui arrivaient aux genoux. Les canuts créateurs du Bermuda. C'est merveilleux. En fait, c'est un sobriquet. Vous savez, une période, une époque, où on distribuait des sobriquets un peu malicieux, en se moquant un peu à toutes les professions. Bah, il y en a encore un qu'on emploie, au moins que les anciens comme moi, c'est Merlin, qui est le coiffeur. Voilà, c'est un sobriquet qui vient du fait, je crois, que le maître perruquier au casse-croûte distribue un poisson. Voilà. C'est pour se moquer un peu. En fait, le canut, c'est celui qui use de la canne, qui est un roseau où on entoure le fil, et cette canne, on la passe dans la navette. Canne, canette. Tout simplement, c'est celui qui utilise la canne. Voilà. Alors, comme c'est un sobriquet, les canuts, on en parlera la semaine prochaine, les canuts, ils ne vont pas être... Bon, ils préfèrent évidemment qu'on les appelle des maîtres tisseurs. C'est bien évident, ils sont comme les autres. Alors, dans l'écho de la fabrique, ils vont lancer, c'est encore Chastain qui a fait ça, et ils vont lancer un grand concours, dont le premier prix était un abonnement à vie à l'écho de la fabrique. Enfin, il a duré jusqu'en 1934. Enfin, bon, c'est pas mal. Et comme ils ont une grande instruction, et que certains connaissent, ont vraiment plus que des rudiments de grec et de latin, ils vont essayer donc de trouver un mot général qui englobe l'ensemble des professions de la fabrique, c'est-à-dire de l'industrie de la soie. C'est pas mince affaire, hein.
englobait aussi bien les cartonniers que les passementiers, les gareurs, les liseurs, ceux qui traduisent sur le carton perforé, etc. Alors, tout le monde va contribuer. Alors, bon, on en parlera, hein, puisque c'est dans l'écho de la fabrique, il y a tout un passage là-dessus. C'est assez marrant, il y a des noms extraordinaires, imprononçables parfois, enfin, tout ça. Et puis un jour, il y a Laborie, qui était un chef d'atelier, qui va écrire à Chastain, à la rédaction, disant, mais dites donc, vous n'avez pas fini de vous amuser comme ça? Vous croyez qu'on a que ça à faire? À être comme ça, à mobiliser notre énergie pour savoir trouver un autre nom que Canut? Et alors? On nous appelle Canut? C'est péjoratif? Eh bien, vous verrez que d'ici quelques années, eh bien, ce mot sera tout aussi respectable que celui d'ingénieur, de docteur, de notaire, de professeur. Laborie n'avait pas tout à fait tort. Voilà, il va même dire mieux. Il va dire faites attention, parce que dans l'Antiquité, je ne sais plus quel type discutait, des moines, je crois, discutaient d'une affaire de virgule dans le latin, donc des trucs qui ne servent à rien. Et pendant ce temps, eh bien, ils se sont fait trucider parce que leur ennemi a pu prendre la citadelle d'assaut. Voilà, c'est tout ça. Et lui, évidemment, en 1800, le concours c'est 1832, 33. Bon, il y a autre chose à faire. Il y a le problème des prud'hommes, il y a plein de choses. Parce que les canuts, dans leur défaite pour les tarifs, n'ont pas arrêté le combat. Sur les tarifs, bien sûr, mais sur d'autres combats. Moi, j'ai été frappé. J'ai eu l'impression, pour avoir vécu 68, qu'à la fin de 68, on était bien fatigué et qu'on n'a pas redémarré grand-chose. Et bien, les canuts, eux, ils vont se battre sur, notamment, les prud'hommes, qui est un enjeu fondamental pour eux, et pour d'autres choses, mais ça, on le verra. Oui? Qui écrivait dans l'écho de la Vous n'avez pas de petit truc? Ah bah si, moi je prends les questions avec le petit rouge. C'est pas le rouge, ça marche pas. Ah, ça, J'aurais espéré qu'il soit bleu, mais les rouges aussi. Voilà. Qui écrivait-il dans l'écho de la fabrique? Les maîtres d'atelier ou les ouvriers ou d'autres personnes? Alors d'une part, il y a d'autres personnes. Chastain n'est pas chef d'atelier, il travaille dans le commerce. Il y a des chefs d'atelier, Charnier, Vial, qui va mourir très jeune, un des premiers directeurs, qui va mourir à 32 ou 33 ans, qui était tulliste, et peu d'ouvriers, simplement les ouvriers vont beaucoup intervenir parce qu'il y a beaucoup de place réservée aux lettres. Beaucoup de courriers, et là, courrier servant de débat. Hein, le courrier, c'est la possibilité de témoigner, c'est la possibilité de ne pas être d'accord avec quelqu'un, et il y a vraiment, c'est pas le courrier des lecteurs du progrès, non, c'est vraiment des choses que les types ont à dire, et d'autres leur répondent, enfin, etc. Il y a vraiment de l'intérêt. Hein. Vous verrez, hein, l'écho de la fabrique, c'est un véritable journal. Mais vous n'êtes pas habitué, mais vous devriez prendre le courrier des lecteurs du Dauphiné, c'est mieux. Ah, oui, mais ils doivent se copier, non? Oui, ouais. Oui, c'est pas mieux. Hein. Voilà, donc... Oui? Les questions. Oh, c'est bien. Hein. On est bien alors. Oui? C'est juste une petite rectification. Oui. Vous avez fait référence tout à l'heure aux gens qui discutaient de la virgule, etc. Oui. C'était... L'ennemi a pris la citadelle. Oui. C'était le Parlement de Constantinople qui discutait du sexe des anges. Ah ben c'est ça. Ben, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Laborie cite ça. Donc Laborie, chef d'atelier. Donc ça veut dire quoi au niveau de l'instruction? Hein, ça veut dire qu'il l'a lu, ça. Alors ma question, puisqu'on se trouve ici en territoire dauphiné, quelle est l'implication des Dauphinois? On sait bien que le Dauphiné à l'époque allait jusqu'à Villeurbanne, c'est-à-dire jusqu'au Rhin.
rive gauche, quoi. Leur implication dans l'aide justement à la révolte des canuts. Parce qu'il paraît qu'ils ont bombardé pendant le siège, ils ont bombardé les troupes loyalistes à partir des rives du Rhône côté. Ah oui, mais c'est. Alors, c'est le bombardement du côté, c'est 93. 93, mais parce qu'il n'y a pas de bombardement hein, au moment de la révolte des canuts, c'est pratiquement du corps à corps. Il y a quand même quelques trucs du côté du pont Morand, mais ils sont très proches. C'est typique d'une guerre civile, quoi. C'est vraiment. C'est d'une grande douleur. Il ne faut pas croire que les canuts, on verra ça dans l'écho de la fabrique, les canuts vont sortir de cette révolte très meurtris. Pour eux, c'est un échec. Ils n'avaient pas envie de ça. Ils sont, une fois de plus, hein, ils viennent pas pour casser. Ils veulent simplement être respectés dans leur dignité. C'est pour ça que cette devise est si forte. Vivre en travaillant, ça veut dire beaucoup de choses. Et il va y avoir un éloge aux victimes de novembre dans l'écho de la fabrique. On pourra le lire ensemble, c'est très émouvant, mais c'est vraiment, ils portent le fardeau. Ils ont pas simplement de leur mort, mais surtout que bon, les soldats qui ont été envoyés, la garde nationale, ils connaissaient la topographie du terrain, etc. Mais il y a l'armée, hein, je ne sais plus quel régiment de voltigeurs, etc. Ils venaient de toute la France. Par hasard, hein, c'était pas quelque chose que j'ai cherché beaucoup, mais j'ai retrouvé la tombe d'un des soldats qui venait de Normandie, et il n'est pas en TGV, pour se battre à Lyon contre d'autres Français. Évidemment, c'est très excessivement douloureux, quoi. Rouge. Non, il ne marche pas celui-là. Ah, il marche pas, ben, l'autre il marche tout seul. Voilà. La révolte même, elle a duré 3 jours. Oui. Et après l'occupation, elle a duré combien de temps? Parce que s'ils venaient de Normandie, effectivement, vous dites qu'ils ont mis combien de temps avant de venir? Donc ils ont occupé combien de temps finalement le terrain avant de retourner dans leur... Ça va rester sous surveillance, hein, ça va rester sous surveillance. Donc, pas forcément. Si, il y a des démonstrations de force, hein, Place Bellecour notamment, des choses comme ça pour montrer. Gasparin est venu à Lyon, fait venir à Lyon, le pauvre Bouvier du Mollard, qui avait organisé ces rencontres, avec nos placards. Et pire que ça. Vraiment Comment? Moi, je disais comme le préfet de l'Isère qui a été mis au placard il n'y a pas une... Alors là, Gasparin, qui venait de Grenoble, lui, voilà, il a comme mission d'éradiquer le mouvement républicain. Ça, c'est net. Hein. La preuve, on en parlera, mais 1834, c'est un piège. Et c'est pour, effectivement, tuer le maximum de républicains, meneurs républicains lyonnais. Gasparin s'est débrouillé pour quadriller complètement la ville, et les types se sont jetés comme ça dans le panneau, c'est incroyable. Et il n'y aura pas plus de victimes, hein. 150 morts, 600 aussi en 1824. La différence, c'est qu'en 31, c'est moitié-moitié, et puis c'est en combat. En 34, non. 34, un type, il tire à Vèze d'une maison, d'une fenêtre, il blesse un soldat, les soldats rentrent dans la maison et passent par la baïonnette tous les habitants, femmes, hommes, enfants. Donc on n'est plus du tout sur la même chose que 31. Il y a vraiment une haine, il faut plus entendre parler. Et ils ont réussi en partie, quoi. On est en 34, il va falloir attendre 48. Là, 48, ce sera aussi des canuts, mais pas uniquement canuts, ceux qu'on va appeler des voraces, qui vont, eux, proclamer la République avant Paris. Voilà. Et oui, et puis alors à Chambéry, ils vont pas être... ils sont arrivés fatigués. Ouais, un peu aussi, ils ont dû boire aussi. Non, pas trop. Mais en tout cas, ils n'ont pas été appréciés. Hein.
Voilà. Voilà. Oui. Les canuts, on parle de la Croix-Rousse, il n'y en a pas eu ailleurs nulle part, une autre ville et aucun endroit de l'eau. Alors, dans cette période-là, hein, on tisse à Lyon depuis le XVIe siècle. Hein, voilà. Et jusque en 1835-36, les canuts, dans une première partie, c'est le Vieux-Lyon. Et ensuite, ils vont rester d'ailleurs au Vieux-Lyon. Il y en a même quelques-uns à Vèze, quelques-uns à la Guillotière. Mais la grande partie, c'est la colline de la Croix-Rousse. Pente et plateau. Après, autour de 1837, 38, etc., il va y avoir un développement ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut les appeler canuts? Comme la connotation est forte, liée à la révolte, on va parler davantage de tisseurs. Mais la soie, on va la tisser. Hein, on va continuer à la tisser. Il va y avoir un développement de la soie dans la Loire, dans le Nord-Isère, un peu dans l'Ain. Il va y avoir de plus en plus loin des usines. On va arriver dans l'Ardèche aussi, etc. Il va y avoir toute cette région. Alors, dès 1932, un certain nombre de négociants essayent de démarcher certains agriculteurs en se disant, après tout, ils ont leur potager, ils ont leur basse-cour, en cas de crise économique, ils ne vont pas mourir de faim. Ce sera déjà ça. Pour le tissage de l'Uni, c'est le même problème, il suffit d'envoyer un gareur, il va préparer le métier, et après ça ira tout seul. Donc il n'y a pas besoin d'un grand apprentissage. Hein, c'est pas là, hein, à ce niveau-là. Alors, ça n'a pas bien fonctionné au début, et puis je sais pas, bon, après il y aura les soucis, mais ça ne fonctionne pas très bien parce que le calendrier de l'agriculteur, c'est quand même pas tout à fait le calendrier du négociant. Si le négociant a une grande commande de Saint-Pétersbourg ou autre, et c'est au mois de juin, l'agriculteur il dit, monsieur, au mois de juin, ça tombe mal, c'est du boulot. Voilà, donc ça pose des problèmes. Mais il y en a, et d'ailleurs, tout à l'heure on en parlait, il y a certaines fermes où à une époque vous pouviez trouver à côté de la vieille voiture, la Rosengare, qui était sous les bottes de paille, vous pouvez trouver des métiers à tisser. Oui? Oui, parce que là j'ai un rouge là-bas. Il y a un rouge là d'abord. Après, d'abord. Oui, monsieur, j'aimerais connaître l'origine du mot gareur, s'il vous plaît. C'est pas le gareur de voiture. Je pense que c'est celui qui organise, donc qui gare en quelque sorte les fils et puis bon tous les rouages pour le tissage. Mais je ne suis pas assez spécialiste. Je poserai la question aux spécialistes pour qu'ils puissent me répondre. Petite question. Là, vous nous avez démontré le caractère architectural du plateau de la Croix-Rousse, notamment avec ses traboules. Et vous avez dit en début de votre intervention que les ouvriers tisseurs étaient établis dans le Vieux-Lyon, donc quartier Renaissance. Il y a également des traboules. Et j'aimerais savoir, c'est une petite parenthèse, est-ce que ces traboules avaient à l'époque, dans le quartier Saint-Jean, du Lyon, une autre fonction que celle qui... Non. Non, mais c'est bien. D'abord parce que il y a un lien quand même. On tisse depuis le XVIe siècle, jusqu'en 1744, le canut est un artisan comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il achète la matière première, tisse sa matière première, vend son étoffe. Donc, il ne livre pas. Quartier Renaissance, il ne livre pas à des négociants. Il y a pas. Voilà. Hein. En 1744, on fera 2 professions pour booster l'industrie de la soie. Ça va être une réussite. Hein. Il y aura une profession où ils seront que négociants, que des commerçants, ce qui permettra effectivement de parcourir le monde hein, et d'être spécialisé, et ça va réussir. Hein. On devient leader, alors qu'on a été les derniers à savoir tisser, pensez en Europe. On devient leader, c'est formidable ça. Et puis, une partie qui seront uniquement tissage, donc ça sera les canuts. D'ailleurs, c'est les canuts les plus riches qui vont devenir négociants. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous me disiez déjà Les traboules. Oui, alors,
Il y a une raison économique, par contre. C'est qu'à l'époque, le terrain est très cher, déjà. Donc, les maisons Renaissance dans le Vieux-Lyon sont liées les unes aux autres. Les rues principales de Saint-Jean et Saint-Georges, Saint-Paul sont parallèles à la rivière la Saône, les rues les plus importantes. Mais il faut quand même pouvoir se rendre sur la rive droite de la Saône où accostent les péniches, les bateaux. Donc au lieu de dépenser, d'immobiliser trop de terrain pour la collectivité, en achetant, on va demander à ceux qui ont déjà acheté, on va peut-être pas leur demander poliment, on va en quelque sorte faire que ça sera obligatoire, ils vont aménager des passages qui seront perpendiculaires aux rues essentielles et qui puissent se rendre sur la rive droite de la Saône, puisqu'il faut vous imaginer à l'époque, il n'y a pas de quai comme ça. Donc on descend en pente douce jusqu'au bord de la Saône. Voilà. Il faut une raison économique pour des traboules. À Paris, vous avez, à Montmartre, il n'y a pas de traboules, hein, parce que c'était rural, qu'il y a des propriétés les unes à côté des autres, et qu'il y a des chemins qui passent, donc il n'y a pas besoin de traboules. Ça n'avait rien à voir avec les rendez-vous galants de François Ier. Non, il n'y avait pas besoin. Mais c'est vrai qu'il avait... D'ailleurs, c'est lui qui va nous... C'est marrant parce qu'au départ, c'est Louis XI. Il était moins beau. Mais c'est Louis XI qui veut absolument qu'on... Lui, il a regardé sa balance commerciale, il a vu qu'il y avait un sacré déficit, parce que toute la cour, les châteaux, tout ça, c'est tout en soie. Mais il faut l'acheter. On ne la fait pas. Hein, la route de la soie, elle s'est arrêtée aux Alpes. Puis après le Maghreb, puis elle s'est arrêtée aux Pyrénées. Pauvre. Et nous, on est comme ça, rien du tout. Donc il va dire aux Lyonnais, allez, vous allez tisser. Vous êtes à côté de l'Italie, vous avez une rivière et un fleuve, vous avez un port qui a un peu plus de 300 km, c'est rêvé. Vous avez de la soie aussi. Et puis, pas tout de suite, hein, mais il y a la possibilité de planter des mûriers dans le sud de la France, qui n'est pas très loin. Donc, et puis Lyon va dire, oula, enfin les notables de Lyon vont dire, oui, pas question. Hein. On a 4 foires. Qui vient à nos foires et ça paye. Les Italiens. Si on tisse, les Italiens, ils vont dire, oh, ça va bien, on ne vient plus chez vous. Donc, ils ont refusé une première fois. Et c'est pour ça qu'à Tours, vous avez une tradition de tissage. Parce que Tours va être la ville de tissage. Il y a d'ailleurs un musée à Tours du tissage de la soie. Et c'est donc François Ier qui, effectivement, passait à Lyon sans arrêt pour aller guerroyer là-bas en Italie, plus ses maîtresses de Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Jean, qui va nous obliger à tisser. Et surtout, il y a Turquet et Varitz, qui sont 2 Italiens et qui sont assez sympas pour faire venir des maîtres tisseurs du nord de l'Italie qui vont effectivement très rapidement nous apprendre à tisser. Mais ça, c'est les liens de Lyon avec l'Italie. Hein, c'est des liens très forts tout le temps. Gadagne, famille italienne, Mascrani, Caponi, etc. Bien. On va arrêter. On va se voir la semaine prochaine. C'est bon ?